le pétrole. Le pétrole, les bagnoles et quelques guignols pour les conduire. Voilà ce qu'il reste de l'humanité à ce monde qui ne tourne déjà plus rond depuis belle lurette. Et c'est dans ce joyeux bordel apocalyptique que ce plouc d'astronaute avait paumé son chemin. Et sa dignité par la même occasion. Quel con. Écoutez, je pense qu'il s'agit vraiment d'un malentendu. Je vois pas en quoi mon ami pourrait vous être utile. La ferme, objet de malheur. Son énergie, elle va nous rendre plus forts. Son énergie. Mais vous êtes au courant qu'il n'a même pas de sang. Et puis, pourquoi l'avoir harnaché comme ça tout devant? C'est quand même dangereux. Bon, si le post-apocalyptique est un thème ultra plébiscité dans la pop culture, avec un champ des possibles quasi infini, traversé par une autoroute d'idées souvent très noire sur le futur de notre société décadente, il en est une œuvre qui aura fait exploser le genre sur grand écran, jusqu'à en devenir le fer de lance. Une œuvre à l'esthétique excentrique, aux personnages loufoques et aux contrées impitoyables, qui aura marqué bien des générations et continue aujourd'hui à alimenter l'imaginaire collectif, tant elle fait figure d'inspiration dans bien des milieux. Mais pourquoi un tel emballement autour de cette production pleine de poussière et de métal rouillé? Embarquons sans plus tarder sur la route de cette entreprise du chaos. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Soyez témoins. En voiture, tout le monde. Dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné. Allez monte, ça va être super. Alors, Mad Max, c'est tout d'abord un long métrage d'anticipation australien qui voit le jour grâce à un ex-toubib devenu réalisateur de talent du nom de George Miller. Non, ça c'est Frank, c'était l'épisode d'avant, ça c'est... Voilà, ça c'est George. Hello, George. Bonjour. C'est en 79 que le bougre accouchera de son premier bébé, sobrement intitulé Mad Max. qui, malgré son petit budget, connut un succès fulgurant en Australie, On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. mais également à travers le monde. Bien joué, George. Mais pas le temps de niaiser, puisqu'en 81, le Loustic nous pond un second volet, au budget bien plus badass, et au succès tout aussi resplendissant. Excellent, George. Motivé par cette incroyable ferveur, c'est en 85 que le Lascar nous engendre un troisième volet, avec un budget encore plus foufou, et un succès... beaucoup plus modéré. Eh oui, désolé George. Il faudra donc attendre 30 balais pour qu'en 2015, un quatrième volet voit le jour. Et ce coup-ci, bingo! Le succès revient et relance la franchise. Ouh, c'est un bingo. Enfin, du moins jusqu'à aujourd'hui, 3 films sont encore dans l'œuf et ont du mal à percer la coquille, en raison de quelques bisbilles avec les studios. Bien que récemment, ça a l'air de se débloquer pour certains. Allez, tiens le coup George, t'en as connu d'autres. I'll be back. Eh bah, je suis bien content d'être tombé sur vous. On était justement à votre recherche avec mon ami, avant de se faire malencontreusement capturer par ces sauvages. Bon, faut dire qu'ils avaient votre voiture, du coup c'était trompeur. Vous n'êtes pas très bavard, dites-moi. Qu'est-ce que vous me volez? Eh ben, on se demandait si vous n'auriez pas une pièce toute blanche qui nous appartient. Ça fait comme une espèce d'avant-bras, De quoi? Ça? Ah bah oui, voilà, c'est ça, c'est carrément ça, ouais. Bah c'est ma clé à molette, je la garde. Mais c'est pas une clé à molette, c'est la main d'un ami à nous. Chut! Boucle-la. Qu'est-ce que... Oh non, ne me dites pas que... Les routes de l'apocalypse. La franchise Mad Max nous dépeint tout au long de ses récits une société qui s'enfonce petit à petit dans le chaos et la folie. En traversant différentes époques et organisations humaines, on assiste à de nombreux événements peu reluisants de ce sombre futur teinté de désespoir et de violence en tout genre, où il est assez aisé de péter un boulon. Vous m'avez vu, les mecs.
Il a pété un boulon, lui, oh. Perte d'identité et de valeur morale, effondrement des institutions, grande pénurie, maladie, famine, insécurité, guerre de clans, guerre des modes. Ah, c'est un fashion faux pas esthétique, hein. Autant de réjouissances qui mettront à rude épreuve la santé physique et mentale des pauvres bougres peuplant ce nouveau monde. Il a pété un boulon, lui, Dans la saga, de nombreux comportements sont poussés à l'extrême. Souviens-toi de lui quand tu lèves les yeux. Il a pété un boulon. Ta gueule! Ta gueule! La fabrication, voire la vénération de machines à tuer, est devenue l'occupation essentielle de l'homme et son argument principal de domination, bien avant la possession de ressources alimentaires ou de médicaments, souvent de piètre qualité. Ce qui est généralement l'occasion de faire écho à notre société déjà un peu borderline sur certaines pratiques. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Dans l'œuvre, il est fait mention d'un fléau nucléaire comme cause principale de cet effondrement sociétal. Mais mis à part ça et 2 ou 3 infos casées entre le fromage et le dessert, enfin, entre le bol d'eau contaminée et la ration de pâté pour chien, il est très peu fait mention du passé. Un peu comme si les gens avaient tourné la page ou se préparaient à vivre une toute autre vie. Les noms des protagonistes sont même rarement prononcés et la plupart des gens ont emprunté un pseudonyme ou un surnom. C'est sûr que lui, on le voit mal avec son numéro de sécu tatoué sur les fesses. L'homme, comme tout le monde, n'est plus que le reflet de lui-même. Ce qui nous amène à l'une des questions principales que soulève l'œuvre. Faut-il continuer à suivre des principes alors que plus personne ne les respecte ? Partons avec cette interrogation en tête pour un petit tour d'horizon des différentes phases apocalyptiques de l'œuvre. Phase 1. Les origines. Le récit démarre avec l'entrée du Hall of Justice, une sorte de commissariat qui semble avoir légèrement morflé, ce qui laisse présager en un coup d'œil une société où la justice n'est plus qu'une façade. Bien qu'il subsiste encore une force de l'ordre, celle-ci peine à se rendre crédible. On démontre l'usage détourné de la lunette du fusil du premier flic à l'image, ou encore leur radio qui passe en boucle des consignes naïves et décalées de la réalité. Nous sommes en guerre. Tout suggère que l'équilibre ne tient qu'à un fil. Cependant, le monde n'a pas encore totalement basculé dans l'ombre. Il est juste au bord du gouffre. D'ailleurs, le film jonglera souvent avec cet aspect transitoire, où l'on suit tantôt des bandits semant le chaos sur des routes délabrées, et tantôt des protagonistes dans des moments de joie et d'insouciance, jusqu'à ce que, paf, ça fait un choc qui pique. J'aurais pas dû la laisser, celle-là. Phase 2. Le défi. Quelques années au compteur plus tard, C'est la catastrophe. la peur et la folie ont fini par prendre le cœur des hommes, qui ont définitivement tiré la chasse du chaos, faisant sombrer le monde dans un maelstrom de pourriture. C'est la même merde. Les institutions sont désormais des reliques du passé, totalement effondrées, laissant place à de fragiles communautés isolées, se défendant tant bien que mal des brigands écumant les routes, en quête d'un précieux fluide pour alimenter leur char du démon. Ce qui m'intéresse, c'est l'essence, rien d'autre. Phase 3. Au-delà du dôme du tonnerre. L'histoire nous conduit encore un peu plus dans le futur, où le sang liquide noir se fait encore plus rare, forçant les voyageurs téméraires à user de moyens de transport plus archaïques et moins vegan-friendly. Les totaux seront d'ailleurs absentes des 3/4 du film, ce qui est un peu déroutant pour la franchise. Ici, de nouvelles cités ont eu le temps d'émerger, avec leur propre organisation, et notamment Bartertown, une ville à 2 parfums. Une boule du dessus saveur puanteur grouillante à base de sueur et de crasse humaine, et une boule du dessous saveur fiente de porc qui alimente sa copine par le méthane qu'elle produit. Le caca, c'est délicieux. Extrême jusqu'au bout. Ce savoureux dessert enrobé de désert se déguste avec la crème de la justice, puisqu'ici, c'est sous une cloche que les plaignants devront éviter de se faire sucrer leur dignité lors d'un savoureux conflit. Oui, je me balance et nous nous balançons. Un procédé très sommaire et archaïque certes, bien qu'un brin distrayant, avec un zeste de suspense pour le perdant. Goulag. Ce qui nous montre bien une société qui a régressé dans tous les domaines. Sinon, ce que je peux vous proposer, on attache le condamné et on le balance sur un nid de frelon. C'est propre, c'est sain. Phase 4. Fury Road.
Alors là, c'est carrément l'angoisse. Les populations se sont retranchées aux quatre coins du désert, désormais seuls maîtres du décor. Même si c'était déjà plus ou moins le cas avant, ici même les océans semblent s'être vidés. Le chaos est total. Les maladies ont gangréné la société, transformant certains loustiques en immondices collectionnant les excroissances ou en hybrides chelous totalement déshumanisés. On nous est également introduit à une nouvelle congrégation de fanatiques qui organisent leur culte autour de la mécanique avec quelques coutumes un peu exotiques. Ces joyeux lurons vivent au sein de la Citadelle, véritable ville verticale qui offre une vie confortable à ses dirigeants bien haut perchés, qui contrôlent le pétrole, l'eau et même le bon lolo, laissant les populations d'en bas dans la zermie la plus totale. Un système de société qui n'est pas sans rappeler certaines œuvres notables de la science-fiction d'ailleurs. Au final, la franchise n'aura de cesse de nous faire voyager dans ces contrées du chaos, toujours plus folles les unes que les autres, mais qui ont toutes des valeurs, bonnes comme mauvaises, qui redéfiniront les liens qu'entretiennent les individus entre eux, les poussant parfois en quête du meilleur d'eux-mêmes, comme le souligne la phrase de fin. Il fa beau, la quasi. Astrono! Basopiatama. Va peut-être falloir commencer l'entraînement alors. Allez Astrono, concentre-toi. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Balasso. Ah, la Sibani. Allez. Oui. Oui, Zibalaga. Zida Bazol, Taga. Ici Badigasi. Ici Abadi. Des machines et des hommes. Si l'apocalypse fait toile de fond tout au long de la saga, Mad Max, c'est avant tout des gros bolides pimpés dans tous les sens qui se tirent la bourre à fond de balle, conduits par des lascars bien cramés qui n'ont plus grand chose à perdre. Les courses-poursuites sont sans aucun doute la marque de fabrique de la franchise. Chaque récit tourne autour de la fuite. S'échapper, s'en aller, s'éloigner, partir ailleurs, aller vite, le plus vite possible, car dans ce monde, rester sur place, c'est mourir. Avoir un véhicule qui tient la route est donc la priorité numéro 1 pour survivre, ce qui donne aux machines un statut bien particulier dans l'œuvre. Si vous avez une belle voiture et que vous aimez ce que vous faisiez, c'est bien. En effet, certains protagonistes sont parfois indissociables de leur véhicule. Bien plus qu'un moyen de transport, c'est carrément un compagnon de route. Leur importance est telle que certaines machines sont traitées comme des personnages à l'écran. Chacune d'entre elles est modifiée, voire habillée par leur propriétaire pour les rendre plus performantes, plus pratiques, plus sexy et même plus terrifiantes, comme pourrait l'être un chien de garde. On peut alors envisager la machine comme meilleur ami de l'homme, mais aussi comme une extension de sa personnalité. Au fur et à mesure que le monde s'enfonce dans la folie et le chaos, les looks du bonhomme et de sa monture en font de même. L'exemple le plus frappant de tout ça dans l'œuvre, c'est bien sûr son personnage principal, Max. Au début de l'histoire, Max est un citoyen standard, relativement bien installé dans un train-train quotidien de vie de famille qu'il arrive à maintenir malgré un climat social légèrement craignos auquel il est directement exposé en tant qu'agent de la MFP. Il conduit une voiture de patrouille similaire à tous ses collègues quand il est encore sain d'esprit. C'est seulement quand sa situation tourne au vinaigre et qu'il devient foufou Max qu'il s'empare de l'Interceptor. Avance-4, double arbre à camantette, 600 chevaux sous le pied, mon pote. Véritable engin de la mort qui traduit son état d'esprit dévasté. Avant cet événement, il n'est pas vraiment considéré comme le personnage principal. L'accent est plutôt mis sur son collègue qui vrille un peu avant lui et qui prendra d'ailleurs sa place sur l'affiche. Cocasse, hein? Lorsque Max devient Mad, il n'est cependant toujours pas considéré comme un héros. Il n'est plus que le reflet d'un homme coincé dans le passé qui ne croit plus en l'avenir. Véritablement transformé mentalement comme physiquement, il est retourné à l'état sauvage. Son nom est rarement prononcé et il ne s'exprime que très peu. Malgré ses nombreuses péripéties tout au long des films, qui lui feront rencontrer des gens de confiance, qu'il finira même par aider et respecter, retrouvant pour un temps son humanité et le statut de héros, Max finira toujours par retourner dans l'errance, tel un chevalier solitaire dont les blessures ne peuvent guérir.
Je suis un chevalier solitaire. Ça, j'y tiens beaucoup. En termes de retour à l'état sauvage, notre cher Max le malade, il est fou, partage l'affiche avec une pelletée d'autres zigotos, et notamment le gang de motards dirigé par Toe Cutter. Présentés comme des méchants de western spaghetti qui raffolent de cache-cache en forêt, ces bougres agissent comme une tribu barbare aux ordres d'un leader charismatique et fascinant qui fait figure de gourou. Je suppose qu'on n'a pas besoin d'avoir le sens de l'humour avec une tête comme ça. Et ce genre d'antagoniste au délire narcissique et plein d'excentrisme, la saga n'aura de cesse de nous en servir en les peaufinant tout au long de ses suites. À l'image du robuste Homungus, qui va encore plus loin dans le délire, et bien sûr de l'incroyable Immortan Joe, qui créera un empire et un culte très étendu autour de sa personne, avec la pelletée de subordonnés tarés qui va avec. Fun fact, son rôle est d'ailleurs campé par le même acteur que celui de Toe Cutter, ce qui est rigolo. C'est rigolo. Des lascars auxquels nous n'avons pas besoin d'être présentés, puisque nous les connaissons déjà. Ce sont les brutes d'un monde de brutes. Mais dans un registre un poil différent, le troisième film nous présente Entity, aka Tina Turner. Une sorte de timide dictatrice, mi-méchante, mi-sympa, aux motivations assez floues, et qui a pris le pouvoir, on ne sait trop comment. Tu sais qui j'étais? Personne. Sauf que le jour d'après, j'avais survécu. Un personnage en demi-teinte, hélas assez symptomatique du troisième film, trop étriqué dans son époque et trop édulcoré, voire un peu gnangnan sur les bords, délaissant la barbarie et le côté sombre qui avaient participé au succès des premiers opus. Il faut dire que la mort tragique de Byron Kennedy, l'ami et producteur de George Miller, n'a pas aidé à la construction du film. Bon, allez, assez parlé du passé. Mais en termes de personnages féminins forts, la franchise n'est cependant pas en reste, car le quatrième film nous offre l'une des figures les plus intéressantes de la saga, en la personne de Furiosa. De par sa badassitude, son look mémorable et sa quête de rédemption, Furiosa s'impose comme le vrai héros de l'histoire. Elle est Max tel qu'il aurait dû être. Elle aide les autres et ne perd pas espoir, ce qui donnera d'ailleurs un jeu de respect très intéressant entre les deux protagonistes. Furiosa devant dompter la bête qu'est devenue Max pour gagner sa confiance et le sortir de son état animal afin qu'il puisse devenir son égal. Succès déverrouillé lorsque le bougre lui révèle enfin son nom. Max, je m'appelle Max. Il peut désormais lui aussi être un héros. Aïe. Qu'est-ce qui s'y passe? Iba, Basol, ici liba. Hein? Kati, Zibazol Akabo. Ali, Abizo, si la Kizo, ici Pago Taga. Hein? Astrono, non! Référence et cohérence. Si les diverses aventures du guerrier de la route sont construites à l'aide de scénarios économiques en papier, la saga compense cependant largement ce curieux parti pris avec moultes éléments et références de qualité. En effet, la structure narrative du bébé est fondée en grande partie sur le style très codifié du western, qu'elle bouscule à grands coups d'épaule, avec de l'action permanente qui ne laisse aucun répit pour les protagonistes, mais aussi pour le spectateur qui n'est pas ménagé non plus dans cet enfer de poussière hurlant. La violence quant à elle est omniprésente, ce qui vaudra aux premiers opus de nombreuses censures à travers le monde, les standards de l'époque n'étant pas habitués à une approche aussi crue et réaliste. Cependant, George Miller n'est pas homme à brutaliser son fragile spectateur gratuitement. Il préfère le plus souvent suggérer les choses que de les montrer. Et Mad Max est davantage un long métrage à l'expression visuelle qu'un défouloir filmique teinté d'hémoglobine. Et le bougre est quand même loin d'être obsédé par la violence au vu de ses autres productions. Miller ne s'embête pas à présenter un univers complexe, il va à l'essentiel pour que celui-ci apparaît comme une évidence. En se débarrassant de nombreuses fioritures scénaristiques, il se concentre davantage sur l'action et les personnages, ce qui procure à ses films un rythme diabolique. Il qualifie d'ailleurs le cinéma de musique visuelle et se plaît à ordonner ses plans comme des notes de musique afin de créer une fluidité dynamique.
Quel poète ce George. Fortement inspiré par le cinéma muet et les premiers westerns, où il y retrouvait beaucoup d'action et de poursuites, il sera fasciné par des scènes comme l'attaque de la diligence de la chevauchée fantastique, la scène des chars de Ben-Hur ou encore les poursuites de Bullitt et French Connection. C'est véritablement une essence filmique à l'odeur de ces scènes mythiques qu'il cherchera à retranscrire dans sa saga. Miller s'inspirera également beaucoup des modes marginales qui émergent dans les années 70, comme le punk qui représente les bad guys avec Toe Cutter et sa bande, ou encore le SM, culture très underground et choquante pour le croquant standard de l'époque, qui marquera donc le spectateur par son esthétisme décomplexé dans un monde qui fait sauter toutes les barrières. Un sens du style qui n'aura de cesse de peaufiner en se lâchant de plus en plus au fil de ses créations pour tenter de dialoguer le mieux possible avec l'inconscient collectif, comme il le dit si bien. Sacré George. Et cela est d'autant plus facilité par le fait que l'action se déroule dans un monde et un temps indéterminé, du moins dans les 2 premiers volets, laissant un boulevard de scénarios possibles dans la tête du spectateur lambda, qui n'aura de cesse de se demander s'il s'agit d'un monde post-apocalyptique totalement imaginaire ou de notre monde révélant son funeste destin. Au vu de la renommée de l'œuvre aujourd'hui, ce désir de toucher l'inconscient collectif est donc un succès total. La franchise aura inspiré de nombreuses œuvres de renom, comme par exemple le manga Ken le Survivant, les jeux Borderlands ou encore un épisode de la série Rick et Morty. Et on ne compte plus le nombre de clins d'œil divers et variés qui lui sont dédiés un peu partout. Même le pari osé de relancer la saga 30 ans après, avec une nouvelle trombine pour son personnage mythique, aura prouvé au vu de son succès qu'elle règne encore en maître dans son domaine. Max Rokatansky peut donc survivre à tout, même à son enveloppe. Le mythe du guerrier de la route est donc bel et bien immortel. Non, il va vers lui. Il faut qu'on fasse quelque chose là. Je sais pas de quelle tribu ils sortent tes potes, mais j'ai rien à voir avec ça moi. Quoi? Sisa, Avisa, Tipalar. Allez. Oh oh. Il vient vers nous là. Oh non, la pièce. C'est la pièce qu'il veut. Il faut qu'on bouge d'ici, il va exploser votre bagnole, bon sang. Quoi? Oh l'enfoiré. Qu'est-ce que vous foutez? Maniez-vous. Ta gueule. T'es marre, putain. C'est pas l'eau. Wow. Énorme. Ça suffit, j'en ai assez vu ici. Ben, la guide. Ah bah, c'est gentil de nous la donner finalement. En même temps, c'est la nôtre. Et si Astronaut n'avait pas été là, votre voiture et vous... Ouais, c'est ça, ouais. Foutez le camp maintenant.